Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. La FAO finance la deuxième phase de la Grande Muraille Verte. L'enveloppe est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. L'Union africaine, diplomates et experts en relations internationales se prononcent sur la réintégration du Maroc. Pour eux, le retour permet d'accroître la coopération entre Rabat et le reste du continent. Public et privé se disputent le marché de l'immobilier. L'activité est en plein essor. Promoteur immobilier, c'est le sujet de la rubrique métier à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, les activités du chef de l'État. Le président de la République, Macky Sall, a reçu en audience le général Babacar Gaye, ancien SEMGA et ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Toujours prêt à répondre à l'appel du devoir, le général Gaye a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national, dans l'ordre donc du mérite. Le voici à sa sortie d'audience. Il est au micro de Aboubakri Kane. Monsieur le Président de la République m'a fait le privilège de me recevoir et d'échanger avec moi sur les domaines qui sont ceux à la fois de mon expertise et de mon expérience. Nous nous élevons à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite. À l'occasion de cette audience, il m'a également élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre du mérite. Vous imaginez bien combien je lui dois de la gratitude pour toutes ces marques d'attention. Un de mes aînés dans l'armée disait que les décorations récompensent les services rendus et l'avancement récompense les services à rendre. À travers cette médaille, bien évidemment, au lendemain des opérations qui viennent de se passer en Gambie, alors que moi-même j'avais pris part à l'opération Fodé-Kaba 2 sous les ordres du colonel Abengom, j'étais à l'époque un jeune capitaine, eh bien c'est un hommage de plus qui est fait aux armées à travers ma modeste personne. Les bailleurs de fonds du secteur agricole à travers le groupe thématique développement rural et sécurité alimentaire à l'écoute du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. C'était au cours d'une rencontre de haut niveau, occasion saisie par les partenaires techniques de magnifier les bons résultats réalisés ces dernières années. Pendambo a compte rendu. Une rencontre de haute facture a regroupé le ministère de l'Agriculture et les partenaires techniques et financiers à travers le groupe thématique développement rural et sécurité alimentaire. Tout d'abord, les participants ont eu droit à une présentation des acquis et des perspectives du secteur agricole. Sur ce, le chef de file des bailleurs n'a pas tardé d'afficher son satisfait. Nous vous félicitons de votre leadership pour les réalisations et les résultats significatifs obtenus dans la mise en œuvre du PRACAS et sa contribution au plan Sénégal émergent. Les partenaires techniques et financiers sont engagés à soutenir le développement rural durable au Sénégal et à travailler avec le ministère de l'Agriculture. Nous vous remercions pour l'invitation à cette importante rencontre qui nous permettra de renforcer ce partenariat et le dialogue entre votre département et le groupe de partenaires techniques et financiers. Sur la même lancée, les partenaires ont magnifié la bonne tenue de la récente revue conjointe du secteur. La qualité de la deuxième revue conjointe a été très impressionnante à plusieurs égards. Transparence, engagement du ministère, de la DAPSA, partage d'informations, consultation, discussion, présentation. Votre participation a été appréciée par l'ensemble des participants et cadre parfaitement avec la démarche du gouvernement et du PSE. Nous sommes disposés, en fonction de l'état d'avancement des engagements pris, que nous puissions nous rencontrer. Il n'y a nulle part à travers le monde où des partenaires seuls ont pu développer un pays. Ce n'est pas possible. Il faut une base nationale forte, qui a pleine conscience de ce qu'elle veut, pour que nous puissions, avec nos partenaires, aller de l'avant. Ainsi, de nouvelles bases sont jetées pour un partenariat transparent, durable et gagnant-gagnant pour un secteur agricole compétitif et moderne au seul bénéfice des populations et de l'économie nationale.
Je le disais en titre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, finance la deuxième phase de la Grande Muraille verte. Le financement est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Il va contribuer à l'effort de repeuplement du milieu. C'est un reportage de Dieyna Badia. Renforcer les acquis de la première phase du déploiement de la Grande Muraille verte, c'est l'objectif du projet Action contre la désertification. La deuxième phase est essentiellement soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Il y aura une réserve naturelle communautaire au niveau donc de Koli-AFA et parallèlement à cette réserve, nous allons restaurer des sols ou des terres dégradées. Il y aura aussi, si vous voulez, un repeuplement. L'introduction d'espèces qui jadis étaient donc ces espèces présentes au niveau donc de la zone disparue, ces espèces seront réintroduites. Les autorités administratives locales, la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, les directions de l'élevage, de l'agriculture et de l'hydraulique ont pris part à la rencontre, ainsi que les populations des zones concernées. Nous sommes en train de verser dans ce qu'on appelle la dimension biodiversité animale. Nous voulons, en plus de l'arbre, faire revenir la faune dans son milieu. Et c'est pourquoi la FAO nous appuie pour créer une réserve naturelle de faune assez originale. Originale par le fait que c'est une action communautaire. Ce n'est pas une réserve privée, ce n'est pas une réserve seulement publique de l'État. C'est une réserve dans laquelle les populations sont du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi cette importance est à signaler. La première phase de la Grande Muraille verte, financée par l'État du Sénégal, a eu des retombées positives. Nous avons réussi à stopper ou à diminuer très fortement l'exode. Nous avons les jeunes qui partaient en ville pour aller chercher de l'emploi, surtout les jeunes femmes, sont maintenant restés au terroir. Les étudiants qui, pendant les vacances, ne rentraient plus au village, aujourd'hui sont pressés pendant les grandes vacances de revenir dans le Ferlo. Et nous faisons aujourd'hui alors un sens inverse de l'exode rural. C'est les urbains qui viennent au terroir. Et la Grande Muraille verte reçoit 1 million de jeunes par an qui quittent les milieux urbains pour venir s'ancrer pendant au moins 1 mois au terroir rural en plein village et pour accompagner et s'intégrer dans ces actions. À terme, le projet devra permettre de réhabiliter les terres dégradées, améliorer l'alimentation des bétails en forage, contribuer à la conservation des espèces menacées d'extinction. Le développement de l'emploi local est aussi attendu. Et puis le ministre en charge du PSE a présidé la cérémonie d'ouverture de la deuxième foire internationale de Kaolack. Le Nigeria est pays invité d'honneur. Les autorités locales ont pris part à l'activité. C'est un compte-rendu de Claire Diop. Le parc des expositions du cœur de ville de Kaolack a servi de cadre pour lancer la deuxième édition de la FICA, Foire internationale de Kaolack. Ce rendez-vous économique, un moment fort d'échange et de partage entre décideurs politiques, partenaires institutionnels, privés et autres acteurs de développement sur les enjeux socio-économiques de la région, notamment dans les secteurs commercial, agricole, artisanal, industriel, culturel, entre autres. Conçu pour être un outil d'intégration, la FICA est un cadre idéal d'échange de plusieurs ordres. Au-delà des échanges commerciaux, c'est l'occasion pour les pays de la sous-région et de l'UEMOA d'intensifier leurs relations de partenariat et leur brassage culturel. En effet, le développement des échanges commerciaux constitue le principal objectif. J'ai dit la raison d'être de la foire internationale de Kaolack. La FICA a un important outil d'intégration pour l'émergence économique de la région de Kaolack. Ce jeudi 2 février 2017 sera une date à graver en lettres d'or dans l'histoire séculaire du Sine Saloum, avec la présence de nos hôtes de marque en général et plus particulièrement Monsieur le ministre Abdou Aziz Tall, ministre chargé du PSE, représente le président d'honneur de son Excellence le président Macky Sall et son homologue nigérien Mohamed Buhari. Le pays invité d'honneur est le Nigeria, un choix qui se justifie à plus d'un titre. L'invitation d'honneur du Nigeria à cette foire atteste à suffisance les opportunités d'échange économiques qui ont toujours existé entre les deux pays.
Les acteurs économiques du Sénégal sont venus au Nigeria. Ils ont échangé avec leurs homologues. Cela a permis de booster le commerce. Le Nigeria est venu à cette foire avec des produits agricoles, mais aussi des tissus dont le plus connu de tous est le Lagos. Le thème de cette édition est le partenariat sud-sud, un enjeu de l'émergence dans l'espace CEDEAO. Ici, l'importance de l'intégration économique sous-régionale est mise en exergue. Nous espérons que les représentants du secteur privé, national et international ici présents vont mettre à profit cette grande opportunité que revêt la FICA pour accroître davantage leur présence commerciale dans la sous-région. Enfin, soyez assurés que le gouvernement du Sénégal continuera d'appuyer toute cette dynamique fondée sur des motivations positives. La délégation a visité les stands des exposants. Divers produits sont proposés au public. Un nombre important de visiteurs est attendu. En seulement 2 ans, la FICA s'est imposée comme une activité commerciale majeure dans la sous-région. Les activités vont se poursuivre jusqu'au 14 février prochain. Et puis le ministre de la fonction publique a visité ce matin les travaux des commissions administratives paritaires. Le dispositif permet d'évaluer ses services. C'est un compte-rendu de la visite avec Louise Bitza. Un rythme de travail important, satisfaisant au dernier jour des travaux des commissions administratives paritaires de l'année 2016-2017. C'est le constat fait par le ministre de la fonction publique en visite au niveau du fichier central de son ministère. Les inscriptions qui continuent. Maintenant, pour revenir au travail, d'abord les conditions qui ont été améliorées. Par la salle d'abord, quand on était là-bas, on avait une salle très petite où le travail ne se faisait pas comme on le souhaitait. Ici, nous avons trouvé une salle qui est assez vaste vraiment pour accueillir à la fois le personnel et le matériel que nous utilisons. Dans les conditions aussi pour la prise en charge, il y a eu amélioration. Ce qu'on n'avait pas toujours, mais depuis 2 séances au moins, nous avons de l'eau, nous avons aussi un repas à l'heure de la pause pour nous permettre de passer la journée. L'échange entre les représentants des différents ministères vise à apprécier le mérite, la valeur professionnelle, la performance et l'efficacité du personnel de la fonction publique. La partie syndicale parle d'amélioration des conditions de travail et d'existence, non sans évoquer les défaillances. Bon, les défaillances, à la salle 27, c'était exigu. On ne pouvait même pas se déplacer. Pour 16 personnes autour d'une table, il fallait jouer des coudes pour avoir de l'espace. Le travail que nous devons faire, c'est de promouvoir les enseignants. Donc les enseignants sont notés au niveau de leur établissement. Au niveau de la commission, nous recevons les notes, nous agençons les notes et nous faisons passer les enseignants. Le ministre est venu constater la fin d'un processus long mais partagé entre l'administration, le gouvernement à travers les départements ministériels et les représentants des agents de l'État. Ces représentants des agents de l'État, particulièrement les syndicats d'enseignants, avaient inscrit dans leurs préoccupations et leurs doléances la tenue régulière des commissions administratives paritaires qui, comme vous le savez, permettent aux agents de gravir les échelons et les grades au cours de leur carrière. Et il faut rappeler que les dernières élections aux commissions administratives paritaires et au conseil de discipline remontent à 2004. De 2004 à 2016, il n'y en avait pas. Aussi bien les agents hors enseignement que les agents de l'éducation ont compétit. Certains ont à cet effet gravi les échelons. La fortune à la naissance est-elle à elle seule un déterminant de la réussite sociale? À cette question, le chef de l'État a répondu par non, donnant son propre parcours en exemple. Devant des milliers de jeunes, il a donné une leçon de vie sur le culte de l'effort et du travail. Ce dialogue avec la jeunesse à qui appartient l'avenir n'est pas sans rappeler la République de Platon, à une époque où celle-ci n'était pas encore une réalité. Travailler, prenez de la peine. C'est une chronique signée Oumar Diaoua.
Dans une société de l'apparence, du paraître où chacun peut écrire un livre d'histoire valorisante, invérifiable sur son ascendance, parler de soi sans masque ni détour relève d'un exercice de vérité qui prend du relief et transcende l'orgueil et la vanité, si caractéristiques des nouveaux riches. Ces moments entre des jeunes et celui qui ne rêvait pas d'être président ne sont pas sans rappeler l'instructive fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Sentant sa mort prochaine, le vieil homme les réunit et leur dit: travaillez, prenez de la peine. Creusez, fouillez, bêchez et ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Vous trouverez dans le champ un trésor. D'argent, point de cachet, mais le père a été sage de montrer à ses enfants, avant sa disparition, que le travail était un trésor. Dans les années 80, résonnaient dans les couloirs des cités universitaires des airs de disco, de reggae et de musique moderne africaine. Écoutez, fils d'Afrique. Écoutez, femmes d'Afrique. Écoutez aussi, jeunes d'Afrique, espoir de demain. Écoutez... Ce demain-là, nous y sommes et il y en aura un autre qu'il faut édifier dès à présent. À l'heure du dividende démographique, le continent devrait pouvoir tirer profit du croît naturel, surtout s'il parvient à faire son unité. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon. Difficile pour ces gosses aux oreilles pleines de musique en stéréo sur smartphone de s'imaginer comment leur père ou mère pouvait obtenir un précieux enregistrement sur cassette à peine audible. Que nos fils soient des hommes, non pas des adultes. Et qu'ils soient ce que nous voulions être jadis. Ces Digital Kids voyagent à travers le monde sans bouger de leur chambre, ne se doutant pas que papa a dormi à 10 par terre ou sur un lit bancal des années durant. Ils n'ont pas toujours conscience des sacrifices de leurs parents qu'ils assimilent à des ploucs, des has-been. Ils oublient que chacun a eu 20 ans. Une telle attitude fait penser à Platon dans La République, lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves, lorsque les jeunes méprisent les lois qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux, l'autorité de rien ni de personne, alors c'est le début de la tyrannie. Dans la construction citoyenne, l'école occupe la première place. Elle est un ascenseur social qui donne une chance aux enfants du pauvre d'avoir une place au soleil. Et c'est de la responsabilité de l'État, de tous, de bâtir cette école publique, démocratique, de qualité et d'équité. Voilà pour cette chronique de Omar Diaw qui invite la jeunesse au travail. Démarrage ce samedi à Ganguel, donc la ziara de Cheikh Moussa Camara. Ganguel, donc, ça se trouve dans le département de Kanel. Cheikh Moussa Camara est connu pour son érudition. Il est aussi un grand agent de développement. C'est un reportage de Mamadou Sambambo. Le rôle des savants musulmans du Sénégal dans le développement socio-économique et culturel, exemple de Cheikh Moussa Camara. C'est le thème retenu pour la Ziara 2017 du savant de Ganguel. Déjà en 1928, Cheikh Moussa Camara recevait des mains de l'autorité coloniale la médaille agricole. Preuve que le cheikh avait très tôt allié études, recherche et activités économiques. Un thème d'autant plus pertinent que le Sénégal, en chantier pour l'émergence, a besoin de tous ses fils et de toutes leurs expertises, comme aiment le rappeler très souvent les hautes autorités de ce pays. La Ziara sera également une occasion de faire le point sur le projet de construction d'une bibliothèque et d'un centre de restauration et de sauvegarde de manuscrits à Ganguel. Un projet de l'actuel calife, Thierno Mamadou Bassirou Camara, projet auquel souscrit les pouvoirs publics. D'ailleurs, une délégation ministérielle est attendue dimanche à Ganguel, jour de la cérémonie officielle. Je le disais également en titre, le retour du Maroc dans l'Union africaine continue de faire débat. Il est salué par les diplomates et experts en relations internationales. Selon eux, la réintégration devrait accroître la coopération entre le royaume chérifiant et le reste du continent africain. C'est un reportage de Seydina Alulfal. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Un retour qualifié d'événement après 33 années d'absence. La réintégration du Maroc à l'Union africaine est un succès diplomatique. C'est une bonne chose pour l'Afrique, c'est également une bonne chose pour le Maroc. C'est une bonne chose pour le Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc est en certain moment donné un retrait.
par rapport justement à ce qu'on peut appeler à l'intérêt de l'Afrique, ce qui en soi était préjudiciable. Les dirigeants du royaume avaient multiplié leurs efforts pour un retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine. Depuis l'arrivée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la politique africaine du Maroc a été dynamisée et a fait en sorte pour préparer le terrain pour le retour du Maroc aujourd'hui au sein de son organisation et au sein de sa famille continentale. Le retour du Maroc jette les bases d'une nouvelle politique de coopération. Le Maroc, si vous avez suivi depuis un certain temps, fait ce qu'on peut appeler une opération de charme au sein de l'Afrique, notamment avec son savoir-faire, il ne faut pas le nier, du point de vue des infrastructures, du point de vue de la banque, le Maroc est en avance sur certains États africains. Le fait seulement que le Maroc réintègre aujourd'hui l'Union africaine va permettre de créer des coopérations très poussées entre le Maroc et certains États. C'est le cas déjà entre le Maroc et le Sénégal, c'est le cas entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est le cas entre le Maroc et même l'Afrique du Sud. Le Sénégal qui préside le NEPAD, donc il y a de grands projets dans ce sens-là et que le Maroc pourrait contribuer à travailler en synergie avec les pays du NEPAD et avec les pays membres de l'Union africaine pour la réalisation de ces grands projets et des projets de développement qui puissent être avantageux pour l'ensemble des pays du continent. Le Maroc avait quitté l'Union africaine en 1984 pour protester contre la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique. La question même du Sahara occidental n'a pas été posée et j'ai bien apprécié aujourd'hui l'organisation de l'Union africaine. Le débat sur la question du Sahara n'est plus du ressort de notre organisation continentale africaine, mais du ressort des Nations Unies. Et ce que nous souhaitons, c'est que nos chefs d'État africains et notre structure panafricaine puissent œuvrer à aller vers la solution politique engagée au niveau des Nations Unies et soutenir l'action des Nations Unies pour que cette question qui relève de la guerre froide soit résorbée. Jadis candidat pour intégrer l'Union européenne, le Maroc a aujourd'hui décidé de se tourner vers l'Afrique. L'intégration du Maroc à l'Union africaine permettra d'appliquer les normes qui gouvernent l'institution, à savoir la coopération et l'intégration africaine. Nous restons avec le monde diplomatique toujours pour parler de ce cocktail d'adieu de l'ambassadeur du Japon au Sénégal. Le diplomate a passé un peu plus de 3 ans à Dakar. Il a tenu à dire au revoir aux autorités étatiques, au corps diplomatique et à ses amis. L'occasion pour lui également de magnifier la teranga ou l'hospitalité sénégalaise. Fatou Diouf. 10 jours avant son départ, l'ambassadeur du Japon au Sénégal rencontre pour la dernière fois ceux qui ont marqué son séjour au pays de la Teranga. Takashi Kitahara a invité amis, autorités étatiques et représentations diplomatiques autour d'un pot, une occasion pour lui de remercier et de dire au revoir au peuple sénégalais. Le plus grand travail, sans aucun doute, c'était nos rencontres avec les gens, avec les peuples, les rencontres avec les Sénégalais, les Sénégalaises de tous les milieux. Bien sûr, là, il faut pas oublier, il faut commencer par la présidence et tous les ministères, mais aussi tous les intellectuels, professeurs d'université, professeurs d'école, leurs élèves, les hommes d'affaires, les artistes, la presse. Le médiateur de la République a salué les qualités humaines de Takashi Kitahara. Il a également magnifié l'excellence des relations entre le Japon et le Sénégal qui se matérialisent de plus en plus avec une coopération fructueuse. La satisfaction du devoir et de l'œuvre accomplie et le regret de vous voir partir, laissant derrière vous plusieurs amis désormais orphelins de vos pas feutrés et de votre regard perçant. L'œuvre est accomplie amplement par vous-même, ici au Sénégal et dans un pays voisin où vous aviez également été accrédité. Elle l'est aussi par votre pays, le Japon, à travers plusieurs outils de coopération internationale.
l'Agence internationale de coopération du Japon, la JICA, le Centre de formation professionnelle et technique, le CFPT, African Business Education for Youth, ABE, New Rights for Africa. Ce cocktail d'adieu a été animé par la diva à la voix d'or. À l'honneur de l'ambassadeur, Coumba Sek a interprété ses deux tubes préférés, Djeri Diouf et Miliamba. Nous parlons ce soir des promoteurs immobiliers dans la rubrique métiers. Leur secteur d'activité s'est beaucoup développé ces dernières années. Promoteurs privés et publics se partagent donc le marché. On en parle avec Louise Bilza dans la rubrique métiers. Des belles villas, des cités, des appartements, on en trouve un peu partout. Une large gamme qui peut être cédée soit à partir d'une location-vente, d'une vente à tempérament, soit d'une location future d'achèvement. Les maîtres d'œuvre de ces ouvrages sont des promoteurs immobiliers. C'est une profession. Le métier de promoteur immobilier consiste pour une personne à concevoir ou à faire concevoir, à réaliser ou à faire réaliser un ensemble d'habitats en vue de sa commercialisation. À côté des promoteurs immobiliers privés, il existe ceux publics comme la SICAP et la SNHLM. Même si la différence n'est pas énorme, il y a tout de même une nuance. Nous, notre capital est entièrement détenu par l'État. Nous sommes une société nationale de droit privé, effectivement, au capital de 6 milliards, entièrement détenu par l'État. Peut-être l'autre spécificité, elle est historique et réside dans le fait que nous sommes une société constituée depuis 1959 sous le nom de Office des habitations à loyer modéré. Dans notre évolution, nous sommes devenus une société nationale. L'autre divergence qui existe entre les deux promoteurs se situe au niveau de la démarche. Étant entendu qu'une société privée peut-être peut consulter ses intervenants, donc les entreprises d'exécution, sans avoir recours à la concurrence, c'est-à-dire également sans avoir recours au code des marchés publics. Nous sommes soumis aux règles publiques, donc effectivement, lorsque nous faisons intervenir les entreprises, nous sommes dans l'obligation de respecter les dispositions du code des marchés publics. Pour les privés, les prix sont indéfinis. Les constructions vont au-delà du social, le standing est mis en jeu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les prix vont à peu près de l'achat du terrain. Parce que quand on parle de promotion immobilière, on part du terrain viabilisé. Ça part de 2 500 000 jusqu'à peut-être parfois même à des prix exorbitants sur Dakar. Jusqu'à 200 millions, 300 millions, ça dépend. Donc il y en a pour toutes les bourses. Le défi pour nous, en tant que promoteur immobilier, c'est de faire de telle sorte que les Sénégalais puissent acheter nos produits. Et en ce sens-là, l'État nous accompagne de temps en temps sur certaines mesures pour faciliter l'accès des Sénégalais au toit. Il n'existe pas un profil type du promoteur immobilier. Au Sénégal, les écoles de la promotion immobilière sont quasi inexistantes. Il y a plusieurs profils. Moi-même qui vous parle, je suis juriste de formation. Il y a d'autres qui sont commerçants. Il y a d'autres qui, d'entrepreneurs de construction, ont dérivé vers la promotion immobilière. Il y a des ingénieurs, il y a des architectes. Mais en fait, c'est une passion. Le métier nourrit son nom, mais les prix liés au foncier compliquent les choses. Et plus les charges sont importantes, plus ça impacte sur le profit du promoteur. Nous sommes confrontés à de réels problèmes, en passant par l'acquisition du foncier qui est très cher, le coût du crédit également est trop élevé, à telle enseigne que ça grève les marges des promoteurs privés. En plus, ces promoteurs ne sont pas à l'abri des risques. Les risques sont liés par exemple au fait que le programme soit calé sur une durée bien déterminée. Si en fait ce planning n'est pas respecté, là c'est des risques parce qu'il y a des charges en fait. Le crédit est assujetti à des agios
et des intérêts, quoi. Le promoteur immobilier est un chef d'orchestre. Il utilise beaucoup de ressources pour commercialiser les maisons. Il fait appel aux architectes, aux ingénieurs, aux juristes et bien d'autres. Voilà pour la rubrique métier qui revient vendredi prochain. Culture, la 9e édition du Festival des ondes d'intégration de Bakel a vécu. Le thème de cette année porte sur culture et développement. L'innovation majeure, c'est la délocalisation de l'événement à Diawara. C'est un reportage d'Abdoulaye Sinkare. Diawara, au cœur du Ouagadougou. C'est dans cette localité au bord du fleuve Sénégal que se tient la 9e édition du Festival des ondes d'intégration. Les événements tragiques et douloureux que nous avons vécus en 88, ici, qui s'est passé au niveau de Doundoukhoré qui est derrière moi, nous avons des souvenirs très douloureux. C'est pourquoi d'abord, quand nous avons créé ce festival, nous l'avons appelé Festival des ondes d'intégration, parce que nous savons que ça veut dire intégration par les peuples. Qu'ils soient maliens, mauritaniens, gambiens ou sénégalais, les festivaliers viennent de part et d'autre du fleuve répondre à l'appel de Juda FM, la radio qui transcende la Falémé et qui est à la base de l'événement. Dans chaque communauté, il y a la différence. Mais cette différence doit être, en tout cas, un maillon, un enrichissement pour rapprocher davantage les peuples de la sous-région. Le peuple sénégalais et le peuple malien, mauritanien et gambien, de part et d'autre, quand on regarde de fond en comble depuis l'âge de la pierre, on a été toujours ensemble et rien, absolument rien, ne peut venir nous diviser. Le Festival des ondes permet de revisiter la riche culture soninké et de la préserver en favorisant l'intégration des peuples du Gadiaga, du Guidimacha et d'ailleurs. L'intégration africaine, ce n'est pas seulement au niveau des États. On peut échouer, mais l'intégration à travers les peuples, à travers les populations, à travers les individus, c'est ce qui va renforcer particulièrement cette intégration et nous mettre véritablement sur le chemin du développement. Aucun de nos pays ne peut s'en sortir seul en raison de la taille modeste de nos États qui ne peuvent pas développer une économie viable à l'échelle internationale. Bakel est à la fois une cité historique, au riche passé millénaire, une cité de résistance à l'entreprise coloniale, mais aussi et surtout une cité tournée vers le futur. Le soir, quand le fleuve commence à bercer Diawara avec ses vents frais, les troupes rivalisent d'inspiration pour égayer un public venu des quatre coins de Bakel. Sport en bref, CAN 2017, la petite finale aura lieu demain à 19h à Port-Gentil. Elle oppose le Ghana au Burkina Faso et cet après-midi, la CAF a procédé au tirage au sort des éliminatoires du CHAN 2018 qui se jouera au Kenya. Au premier tour, le Sénégal va rencontrer la Sierra Leone au mois de juillet prochain. Sport toujours après ce journal, vous pourrez suivre votre magazine Tout sur la CAN. Ce soir, le desk sport de la rédaction reçoit Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Au menu, la CAN du Sénégal et toute l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant de refermer cette édition, intéressons-nous à ce reportage sur l'inscription pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité biométrique de la CEDEAO. À Matam, la quinzaine de commissions est à pied d'œuvre depuis et les citoyens se bousculent devant les centres dédiés. C'est le cas à Bokidiawe. C'est un reportage de Oumou Kalsoum Sall. Il est 10h dans l'une des deux commissions que compte la commune de Matam. Les opérations se déroulent normalement. Pour ces citoyens, trouver sur place le temps d'attente pour se faire enrôler est acceptable. Je vois que tout est tranquille là. Oui, c'est rapide. Il n'y a pas beaucoup de monde? Non, pas du tout.
Serassou, qui habite Bokidjawe à une trentaine de kilomètres de Matam, a préféré venir s'inscrire dans cette commission. J'arrive pas à déposer là-bas, il y a beaucoup de monde, j'arrive pas à déposer. Je suis partie presque plus de 5 fois, mais j'ai pas pu. C'est pour cela, on m'a dit ici, bon, il n'y a pas un long fil d'attente, c'est pour ça que je suis venue ici. Une situation qu'on a pu constater à notre arrivée à la mairie de Bokidjawe, qui abrite l'une des deux commissions de la commune. Je suis là depuis 7 heures. On me demande de patienter. Mais là, je suis fatiguée. Je suis là depuis 8 heures. Mais jusqu'à présent, c'est comme ça. Vraiment, je suis très fatigué. Et pourtant, des mesures sont prises pour faciliter la tâche aux populations. Il y a l'embouteillage parce qu'ici nous travaillons dans une seule machine. Encore on fait la continuité. Auparavant, on travaillait de 8h jusqu'à 18h et on s'arrête. Maintenant, on a deux commissions. On travaille de 8h jusqu'à 16h et l'autre remplaçant encore vient pour encore reprendre jusqu'à minuit. Il y a d'autres même qui restent ici sans prendre le déjeuner. Ils restent ici jusqu'à la nuit. Oui, il y a d'autres même qui rentrent sans s'inscrire. Dans cette commission, 200 personnes en moyenne sont enrôlées chaque jour dans une commune où le potentiel est estimé à 18 000 électeurs. On a deux commissions, au niveau de Bokidjawe commune et au niveau de Dondo. Dondo, là-bas, il y a une commission. Ça ne suffit pas. Vraiment, ça ne suffit pas. Actuellement, où je vous parle, on a plus de 2766 inscrits. Il est évident de noter qu'au niveau du département de Matam, nous avons certaines localités éloignées, ce qui entraîne des difficultés pour les citoyens à accéder aux commissions. Mais depuis quelque temps, nous faisons un effort pour satisfaire les besoins de ces citoyens. C'est la raison pour laquelle certaines commissions ont été rendues mobiles. Nous allons continuer comme ça. À chaque fois que les possibilités nous le permettent, nous allons délocaliser certaines commissions pour les amener ailleurs. 17 commissions sont réparties dans tout le département de Matam avec un taux d'enrôlement estimé à 50%. Nous en sommes globalement à 57 924 citoyens enrôlés sur une population électorale de 114 000 électeurs. Ce qui veut dire, si on fait le pourcentage, nous avons déjà atteint 50% de la population électorale à enrôler. C'est satisfaisant. Oui, c'est exactement satisfaisant. Pour le département de Kanel, le nombre d'inscrits est de 31 153 pour une population électorale de 84 063. Toutefois, le préfet souligne un déficit de machines. Il nous manque quand même des machines parce que nous avons sur les 12 collectivités locales que compte le département, nous en avons 4 qui ne sont pas encore pourvues, notamment la commune de Sémé, celle de Dembankane, Auré et Bokiladi, qui attendent toujours de disposer de machines. Pour une couverture intégrale du département, un redéploiement des commissions est effectué chaque fin de semaine. J'ai pris un arrêté départemental pour déclarer, donc pour gérer cette situation, toutes les commissions mobiles, ce qui nous permet donc de déplacer toutes les commissions à partir du vendredi dans Quelques petits soucis avec la fin de cet élément. Toutes nos excuses. Je rappelle qu'après le journal, vous pourrez suivre votre magazine Tout sur la CAN. Ce soir, le desk sport de la rédaction reçoit Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Au menu, la CAN du Sénégal et toute l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi ça referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur la RTS 100. Gravé en lettres d'or dans l'histoire séculaire du Sine Saloum, avec la présence de nos hôtes de marque en général et plus particulièrement Monsieur le ministre Abdou Aziz Tall, ministre chargé du PSE, représente le président d'honneur de son Excellence le président Macky Sall et son homologue nigérien Mohamed Buhari. Le pays invité d'honneur est le Nigeria, un choix qui se justifie à plus d'un titre. L'invitation d'honneur du Nigeria à cette foire atteste à suffisance les opportunités d'échange économiques qui ont toujours existé entre les deux pays.
Les acteurs économiques du Sénégal sont venus au Nigeria. Ils ont échangé avec leurs homologues. Cela a permis de booster le commerce. Le Nigeria est venu à cette foire avec des produits agricoles, mais aussi des tissus dont le plus connu de tous est le Lagos. Le thème de cette édition est le partenariat sud-sud, un enjeu de l'émergence dans l'espace CEDEAO. Ici, l'importance de l'intégration économique sous-régionale est mise en exergue. Nous espérons que les représentants du secteur privé, national et international ici présents vont mettre à profit cette grande opportunité que revêt la FICA pour accroître davantage leur présence commerciale dans la sous-région. Enfin, soyez assurés que le gouvernement du Sénégal continuera d'appuyer toute cette dynamique fondée sur des motivations positives. La délégation a visité les stands des exposants. Divers produits sont proposés au public. Un nombre important de visiteurs est attendu. En seulement 2 ans, la FICA s'est imposée comme une activité commerciale majeure dans la sous-région. Les activités vont se poursuivre jusqu'au 14 février prochain. Et puis le ministre de la fonction publique a visité ce matin les travaux des commissions administratives paritaires. Le dispositif permet d'évaluer ses services. C'est un compte-rendu de la visite avec Louise Bitza. Un rythme de travail important, satisfaisant au dernier jour des travaux des commissions administratives paritaires de l'année 2016-2017. C'est le constat fait par le ministre de la fonction publique en visite au niveau du fichier central de son ministère. Les inscriptions qui continuent. Maintenant, pour revenir au travail, d'abord les conditions qui ont été améliorées. Par la salle d'abord, quand on était là-bas, on avait une salle très petite où le travail ne se faisait pas comme on le souhaitait. Ici, nous avons trouvé une salle qui est assez vaste vraiment pour accueillir à la fois le personnel et le matériel que nous utilisons. Dans les conditions aussi pour la prise en charge, il y a eu amélioration. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. La FAO finance la deuxième phase de la Grande Muraille Verte. L'enveloppe est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. L'Union africaine, diplomates et experts en relations internationales se prononcent sur la réintégration du Maroc. Pour eux, le retour permet d'accroître la coopération entre Rabat et le reste du continent. Public et privé se disputent le marché de l'immobilier. L'activité est en plein essor. Promoteur immobilier, c'est le sujet de la rubrique métier à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, les activités du chef de l'État. Le président de la République, Macky Sall, a reçu en audience le général Babacar Gaye, ancien SEMGA et ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Toujours prêt à répondre à l'appel du devoir, le général Gaye a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national, dans l'ordre donc du mérite. Le voici à sa sortie d'audience. Il est au micro de Aboubakry Kane. Monsieur le Président de la République m'a fait le privilège de me recevoir et d'échanger avec moi sur les domaines qui sont ceux à la fois de mon expertise et de mon expérience. Nous nous élevons à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite. À l'occasion de cette audience, il m'a également élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre du mérite. Vous imaginez bien combien je lui dois de la gratitude pour toutes ces marques d'attention. Un de mes aînés dans l'armée disait que les décorations récompensent les services rendus et l'avancement récompense les services à rendre. À travers cette médaille, bien évidemment, au lendemain des opérations qui viennent de se passer en Gambie, alors que moi-même j'avais pris part
à l'opération Fodé-Kaba 2 sous les ordres du colonel Abengom. J'étais à l'époque un jeune capitaine. Eh bien, c'est un hommage de plus qui est fait aux armées à travers ma modeste personne. Les bailleurs de fonds du secteur agricole à travers le groupe thématique développement rural et sécurité alimentaire à l'écoute du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. C'était au cours d'une rencontre de haut niveau, occasion saisie par les partenaires techniques de magnifier les bons résultats réalisés ces dernières années. Pendambo a compte rendu. Ce qu'on n'avait pas toujours, mais depuis 2 séances au moins, nous avons de l'eau, nous avons aussi un repas à l'heure de la pause pour nous permettre de passer la journée. L'échange entre les représentants des différents ministères vise à apprécier le mérite, la valeur professionnelle, la performance et l'efficacité du personnel de la fonction publique. La partie syndicale parle d'amélioration des conditions de travail et d'existence, non sans évoquer les défaillances. Bon, les défaillances, à la salle 27, c'était exigu. On ne pouvait même pas se déplacer. Pour 16 personnes autour d'une table, il fallait jouer des coudes pour avoir de l'espace. Le travail que nous devons faire, c'est de promouvoir les enseignants. Donc les enseignants sont notés au niveau de leur établissement, au niveau de la commission, nous recevons les notes, nous agençons les notes et nous faisons passer les enseignants. Le ministre est venu constater la fin d'un processus long mais partagé entre l'administration, le gouvernement à travers les départements ministériels et les représentants des agents de l'État. Ces représentants des agents de l'État, particulièrement les syndicats d'enseignants, avaient inscrit dans leurs préoccupations et leurs doléances la tenue régulière des commissions administratives paritaires qui, comme vous le savez, permettent aux agents de gravir les échelons et les grades au cours de leur carrière. Et il faut rappeler que les dernières élections aux commissions administratives paritaires et au conseil de discipline remontent à 2004. De 2004 à 2016, il n'y en avait pas. Aussi bien les agents hors enseignement que les agents de l'éducation ont compétit. Certains ont à cet effet gravi les échelons. La fortune à la naissance est-elle à elle seule un déterminant de la réussite sociale? À cette question, le chef de l'État a répondu par non, donnant son propre parcours en exemple. Devant des milliers de jeunes, il a donné une leçon de vie sur le culte de l'effort et du travail. Ce dialogue avec la jeunesse à qui appartient l'avenir n'est pas sans rappeler la République de Platon, à une époque où celle-ci n'était pas encore une réalité. Travailler, prenez de la peine. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Dans une société de l'apparence, du paraître où chacun peut écrire un livre d'histoire valorisante, invérifiable sur son ascendance, parler de soi sans masque ni détour relève d'un exercice de vérité qui prend du relief et transcende l'orgueil et la vanité, si caractéristiques des nouveaux riches. Ces moments entre des jeunes et celui qui ne rêvait pas d'être président ne sont pas sans rappeler l'instructive fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Sentant sa mort prochaine, le vieil homme les réunit et leur dit: travaillez, prenez de la peine. Creusez, fouillez, bêchez et ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Vous trouverez dans le champ un trésor. Et sols, les directions de l'élevage, de l'agriculture et de l'hydraulique ont pris part à la rencontre, ainsi que les populations des zones concernées. Nous sommes en train de verser dans ce qu'on appelle la dimension biodiversité animale. Nous voulons, en plus de l'arbre, faire revenir la faune dans son milieu. Et c'est pourquoi la FAO nous appuie pour créer une réserve naturelle de faune assez originale. Originale par le fait que c'est une action communautaire. Ce n'est pas une réserve privée, ce n'est pas une réserve seulement publique de l'État. C'est une réserve dans laquelle les populations sont du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi cette importance est à signaler. La première phase de la Grande Muraille Verte, financée par l'État du Sénégal, a eu des retombées positives. Nous avons réussi à stopper ou à diminuer très fortement l'exode. Nous avons les jeunes qui partaient en ville pour aller chercher de l'emploi, surtout les jeunes femmes, sont maintenant restés au terroir. Les étudiants qui, pendant les vacances, ne rentraient plus au village, aujourd'hui sont pressés, pendant les grandes vacances, de revenir dans le Ferlo. Et nous faisons aujourd'hui alors un sens inverse de
l'exo-rural. C'est les urbains qui viennent au terroir. Et la Grande Muraille Verte reçoit 1 million de jeunes par an qui quittent les milieux urbains pour venir s'ancrer pendant au moins 1 mois au terroir rural en plein village et pour accompagner et s'intégrer dans ces actions. À terme, le projet devra permettre de réhabiliter les terres dégradées, améliorer l'alimentation des bétails en forage, contribuer à la conservation des espèces menacées d'extinction. Le développement de l'emploi local est aussi attendu. Et puis le ministre en charge du PSE a présidé la cérémonie d'ouverture de la deuxième foire internationale de Kaolack. Le Nigeria est pays invité d'honneur. Les autorités locales ont pris part à l'activité. C'est un compte-rendu de Claire Diop. Le parc des expositions du cœur de ville de Kaolack a servi de cadre pour lancer la deuxième édition de la FICA, Foire internationale de Kaolack. Ce rendez-vous économique, un moment fort d'échange et de partage entre décideurs politiques, partenaires institutionnels, privés et autres acteurs de développement sur les enjeux socio-économiques de la région, notamment dans les secteurs commercial, agricole, artisanal, industriel, culturel, entre autres. Conçu pour être un outil d'intégration, la FICA est un cadre idéal d'échange de plusieurs ordres. Au-delà des échanges commerciaux, c'est l'occasion pour les pays de la sous-région et de l'UEMOA d'intensifier leurs relations de partenariat et leur brassage culturel. En effet, le développement des échanges commerciaux constitue le principal objectif. J'ai dit la raison d'être de la foire internationale de Kaolack. La FICA est un important outil d'intégration pour l'émergence économique de la région de Kaolack. Ce jeudi 2 février 2017 sera une date. Une rencontre de haute facture a regroupé le ministère de l'Agriculture et les partenaires techniques et financiers à travers le groupe thématique développement rural et sécurité alimentaire. Tout d'abord, les participants ont eu droit à une présentation des acquis et des perspectives du secteur agricole. Sur ce, le chef de file des bailleurs n'a pas tardé d'afficher son satisfecit. Nous vous félicitons de votre leadership pour les réalisations et les résultats significatifs obtenus dans la mise en œuvre du PRACAS et sa contribution au plan Sénégal émergent. Les partenaires techniques et financiers sont engagés à soutenir le développement rural durable au Sénégal et à travailler avec le ministère de l'Agriculture. Nous vous remercions pour l'invitation à cette importante rencontre qui nous permettra de renforcer ce partenariat et le dialogue entre votre département et le groupe des partenaires techniques et financiers. Sur la même lancée, les partenaires ont magnifié la bonne tenue de la récente revue conjointe du secteur. La qualité de la deuxième revue conjointe a été très impressionnante à plusieurs égards. Transparence, engagement du ministère, de la DAPSA, partage d'informations, consultation, discussion, présentation. Votre participation a été appréciée par l'ensemble des participants et cadre parfaitement avec la démarche du gouvernement et du PSE. Nous sommes disposés, en fonction de l'état d'avancement des engagements pris, que nous puissions nous rencontrer. Il n'y a nulle part à travers le monde où des partenaires seuls ont pu développer un pays. Ce n'est pas possible. Il faut une base nationale forte, qui a pleine conscience de ce qu'elle veut, pour que nous puissions, avec nos partenaires, aller de l'avant. Ainsi, de nouvelles bases sont jetées pour un partenariat transparent, durable et gagnant-gagnant pour un secteur agricole compétitif et moderne au seul bénéfice des populations et de l'économie nationale. Je le disais en titre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, finance la deuxième phase de la Grande Muraille Verte. Le financement est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Il va contribuer à l'effort de repeuplement du milieu. C'est un reportage de Dieyna Badia. Renforcer les acquis de la première phase du déploiement de la Grande Muraille Verte, c'est l'objectif du projet Action contre la désertification. La deuxième phase est essentiellement soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Il y aura une réserve naturelle communautaire au niveau donc de Koli AFA et parallèlement à cette réserve, nous allons restaurer des sols ou des terres dégradées. Il y aura aussi, si vous voulez, un repeuplement. L'introduction donc d'espèces qui jadis étaient donc ces espèces présentes au niveau donc de la zone disparue, ces espèces seront réintroduites. Les autorités administratives locales, la direction des eaux et forêts, chasse et conservation